J'ai reçu un certain nombre de témoignages accablants de la part de travailleurs sociaux de Seine-et-Marne. Et dans ce cadre-là, j'ai souhaité mener un certain nombre d'auditions. Parmi ces auditions, l'une d'entre elles était particulièrement terrifiante. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu visiter plusieurs foyers de mon département de Seine-et-Marne, ce qui m'a été refusé, aussi bien par des directions que par le conseil départemental, par la voix de monsieur Pezetta. Et pourtant, c'est une nécessité absolue en tant que législatrice. L'idée, c'est pas de faire du tourisme en fait. L'idée, c'est de pouvoir mieux légiférer, de pouvoir savoir comment améliorer la situation à la fois pour le bien des enfants et pour le bien des personnels. Et ça passe forcément par le fait d'aller sur le terrain. Je vous laisse constater par vous-même ce qu'il en est. Je suis éducateur spécialisé en protection de l'enfance depuis 7 ans. Et actuellement, je travaille en foyer d'accueil d'urgence. Et généralement, ça arrange bien le département, les directions d'établissement ou même les journalistes de venir accuser les professionnels. Et ça, je ne nierai jamais. Il y a de la maltraitance, il y a des gens qui sont vraiment maltraitants. Il y a des gens qui sont maltraitants aussi parce que c'est des gens pas formés. Vu qu'on manque de professionnels et que le milieu est totalement sinistré, les gens formés et diplômés avec de l'expérience y partent. Et donc, voilà, moi, mes chefs de service, elles m'ont déjà dit, elles reçoivent des CV de... Et c'est pas pour disqualifier ces métiers, mais des CV de plombiers, de personnes jardinières ou autres, et ils finissent par les prendre parce que comme à l'école, en fait, il faut mettre quelqu'un devant les gosses. Et en fait, quand vous mettez des gens pas formés face à des enfants qui ont des traumas lourds, et ces personnes-là, si elles sont pas en capacité de comprendre le pourquoi du comment, de découdre un petit peu tout ce qui est en train de se passer, ils vont répondre par l'autoritarisme et par de la violence. Et vous m'avez évoqué au préalable l'exemple d'une enfant, on va appeler Céline, qui justement illustre bien cela, c'est-à-dire le fait que c'est une enfant qui a été abîmée par la vie et qui finalement a été doublement abîmée par le milieu de l'aide sociale à l'enfance. Du coup, Céline a été bien heureusement, on va dire, placée assez tôt, donc aux alentours de ses 4 ans. Donc aujourd'hui elle en a 16, moi je la connais depuis ses 12 ans. Elle est déficiente et porteuse de troubles psychiatriques. Donc après avoir été accueillie en famille d'accueil jusqu'à ses 12 ans, elle s'est retrouvée en foyer. Et donc c'est une enfant qui, au vu de ses troubles, a besoin tout le temps de graviter autour d'un adulte pour être sécure, donc pour se sentir en sécurité et pour être bien. Et donc voilà, c'est une enfant pour qui il faut du 1 pour 1. Donc dans la logique, et je dirais même juste par humanité en fait, il faudrait trouver une place dans un établissement, dans un lieu de vie qui corresponde à ses besoins. Et au lieu de ça, vu qu'on ne veut pas mettre les moyens, cette Céline, on l'a mise donc dans l'établissement dont je parlais tout à l'heure, au milieu de 12 autres enfants. Donc forcément, quand ces profils-là se sentent insécures, ils vont être violents envers les autres, ils vont être aussi violents envers eux-mêmes. On parle de quel type d'incident ? De la violence physique. Alors j'ai pas assisté à tout, mais voilà, elle a déjà essayé déjà d'elle de se mettre sur la route, ça je m'en souviens, j'étais là. C'est une forme de tentative de suicide où moi avec mes collègues on a dû arrêter les voitures, sachant qu'on avait 12 autres gamins derrière. Donc voilà, on se retrouve sur l'extérieur avec ces profils-là où c'est ingérable, où c'est des mises en danger. Elle a déjà essayé aussi de violenter des collègues, même parfois des collègues enceintes, ça arrive aussi. Moi j'ai déjà entendu des histoires de collègues enceintes qui ont perdu leur enfant parce que, et c'est pas de la faute des enfants, mais parce qu'en fait les milieux sont tellement maltraitants et violents qu'on peut arriver à ce genre de drame, quoi. Et pareil, elle a déjà, on m'a raconté qu'elle avait déjà traîné une enfant par les cheveux tout le long du couloir, qu'elle avait essayé d'en planter un autre avec un morceau en verre, etc. Et ça passe à la trappe. Et quand j'en avais parlé à mon directeur, je lui avais dit, mais en fait le département agira quand il y aura un blessé ou un mort. Il m'avait répondu, oui, tout à fait. On va attendre la catastrophe en fait pour que ça bouge. On parlait de toquer à la porte du département, mais de toquer aussi à la porte de l'État, dans la mesure évidemment où l'État évidemment finance les collectivités. J'aimerais presque ça. Même si évidemment après les départements font aussi des choix budgétaires et que la Seine-et-Marne de ce point de vue-là fait partie des plus mauvais élèves. À partir du moment où on réduit les budgets pour s'occuper des enfants, ça veut dire qu'il y a moins d'argent pour les loger correctement, pour les vêtir correctement, pour les nourrir correctement, et ça c'est un point sur lequel j'appuie. Moi j'ai travaillé dans des établissements effectivement qui étaient tout beaux, tout neufs, sécurisés, mais en fait on faisait, excusez-moi du terme, on faisait manger de la merde aux gosses, où c'était de la nourriture industrielle faite par des cuisines centrales. C'est des choses, c'est pas possible. Au bout d'un moment on peut pas tirer sur la corde à droite à gauche, et là actuellement ce que fait l'État, c'est prolonger la maltraitance des parents en fait. L'État prend le relais au niveau de la maltraitance. Même certains juges, au moment de placer les enfants, s'interrogent. Est-ce que je le place ou pas ? En fait, la question est, est-ce qu'il sera plus abîmé en famille ou en foyer ?
Vraiment, on en est à ce stade-là et c'est vraiment, c'est réel. C'est où est-ce que les enfants vont être le plus maltraités. En fait, vu qu'on n'arrive pas sur les lieux de vie à créer des endroits vraiment ultra sécures où les enfants peuvent s'épanouir, forcément, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller sur l'extérieur. En plus, c'est là justement où on vient confronter les adultes, on cherche à socialiser en dehors normalement de la famille, mais là on va parler du lieu de vie. On va chercher aussi ses limites, hein, comme vous le disiez. Donc voilà, ça donne quoi? Ça donne, je vais tirer un grand trait, hein, mais c'est les garçons qui vont rentrer dans la délinquance, dans le trafic de stupéfiants, et les filles qui vont rentrer dans la prostitution et dans la prise de drogue. Les garçons aussi, hein, bien entendu, sont dans la consommation de stupéfiants, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. On a des jeunes, depuis leurs 13 ans, ils sont déscolarisés, ils en ont 16, ils sont abîmés par la drogue, ils sont abîmés par la vie. Ils ne croient plus en rien et légitimement, hein, et légitimement. Et même ce qui est même affreux, c'est que du coup, dans les réseaux de trafiquants ou dans les réseaux de prostitution, hein, et les filles prennent beaucoup plus de dégâts, hein, que les garçons, même si c'est pas un avenir serein pour les garçons. Mais en fait, dans ces groupes, ils trouvent quand même pas une forme de famille. On peut pas utiliser ce terme-là, mais ils trouvent des individus avec qui ils peuvent exister, entre guillemets. Je pense qu'on peut le dire comme ça, j'espère. On parlait du fait de vouloir mettre en marche totalement ces enfants de la société. Finalement, c'est ça que ça aboutit. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une recherche de liens, quoi qu'il en coûte. Là, le département met beaucoup d'enfants à 18 ans dehors, hein, ce qu'on appelle les sorties sèches. Donc il y avait eu la loi Taquet, justement, qui obligeait les départements à offrir un contrat jeune majeur, donc c'est-à-dire une prise en charge des 18 aux 21 ans pour les jeunes qui n'ont pas de ressources familiales passées la majorité. Et en fait, le département là est en train de faire des pieds et des mains pour ne pas appliquer cette loi. Donc moi, j'ai parlé avec des référents taseux, hein, moi on m'a dit une gamine pupille d'État, hein, donc c'est-à-dire qu'il n'y a personne, à 18 ans ils l'ont mise dehors. Ou alors, pour se donner bonne conscience encore, ils accordent un contrat jeune majeur que 3 mois. Comme ça, ils peuvent faire les beaux en disant bah voilà, non, on a donné un contrat jeune majeur quand même. Et puis c'est pareil, les contrats jeunes majeurs, avant ils étaient attribués par les RTPE, donc référents territoriaux protection de l'enfance, qu'on appelait avant les inspecteurs et les inspectrices de l'ASE. Et aujourd'hui, c'est une commission composée, je crois, majoritairement d'élus, si je dis pas de bêtises, qui décide de ça. Donc je ne vois pas en quoi des élus ont un droit de vie ou de mort sur les enfants. En fait, ça c'est pas possible, c'est aux professionnels d'en décider, c'est pas à des gestionnaires et à des élus de décider de quel enfant a le droit de se retrouver à la rue ou d'être accueilli 6 mois ou 1 an. Là, parce que vous décrivez quand même une peinture assez terrible, et finalement, il n'y a pas plus que ça de réaction, notamment de la part des élus. Bah après, c'est comme tout, hein. Tout se sait, mais on tait tout. Enfin, nous, il y a beaucoup de gens qui en parlent, hein, mais je pense que c'est un sujet qu'il faut vraiment mettre sur la table, l'aide sociale à l'enfance, et encore plus la délinquance et la prostitution des mineurs. Enfin, demande à n'importe quel foyer qui accueille des adolescentes, les proxénètes viennent les chercher en bas du pavillon. On en est là. Et tout le monde le sait, la police le sait, le département le sait, et tout le monde laisse faire. Moi, j'ai déjà appelé la police municipale dans la ville où j'exerce pour leur dire, il y a tel endroit, on a 2 jeunes avec des adultes qui leur font consommer du stupéfiant, qui ont explicitement demandé des rapports sexuels en échange, etc. On me dit non, on peut rien faire. On peut rien faire, c'est des gens dans la rue, on laisse. Il n'y a pas de réponse, ça rend fou. Et vous avez déjà vu des responsables politiques visiter ces lieux, et si oui, ça s'est passé comment? C'est comme d'habitude, hein, que ce soit des responsables politiques ou des responsables au niveau du département ou des associations en question, c'est vraiment la visite pour faire coucou, quoi. On sait très bien ce qui se passe. Avant qu'ils arrivent, on met un petit coup de peinture. Là, on vous autorise à aller, hein, quand on demandait des meubles, des choses pour quand même embellir l'environnement, on nous dit non, mais bizarrement, quand les grands ponts passent une semaine avant, là, on nous accorde tout, on nous dit oui, quoi. Donc c'est juste histoire c'est faire semblant, en fait, de contrôler et de surveiller, alors que pas du tout. Et donc on pourrait, avec des vraies politiques publiques, on pourrait lutter contre ça. Ouais, en mettant plus de personnel, en mettant plus de soins, en mettant plus d'écoles, plus de tout, en fait. Plus de tout. C'est vrai que quelqu'un qui n'a pas vécu ça, qui n'a pas entendu ces mots-là, je pense qu'il n'est même pas capable de se représenter réellement et de prendre vraiment la mesure de la situation, en fait, pour qu'on en arrive là. Ouais, c'est une tristesse infinie parce que ils ont pas ou peu de perspectives d'avenir. Je sais que j'ai une chef de service qui était une femme d'une bonté infinie, mais qui malheureusement était très rationnelle aussi. Et elle me disait, mais si on en sauve 1 sur 10, c'est déjà pas mal. Et ce à quoi je lui répondais, mais non, en fait,
Là, on parle pas d'un boulon sur 10 à l'usine qui est mal usiné, en fait. Là, on parle d'êtres humains, de nos enfants, en fait. C'est les enfants de la République. C'est nos petits frères, nos petites sœurs, nos fils, nos filles. On peut pas se dire qu'on en laisse sur le côté, c'est pas possible. C'est pas possible.